Abidjan 20h, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 12 juillet. À la une ce soir, le président Alassane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, félicite ses homologues pour les avancées notables dans la gestion politique, sécuritaire et économique dans cet espace. Message du chef de l'État au sommet de l'UEMOA ce vendredi à Abidjan. Et loin de la Côte d'Ivoire, la 3e conférence des chefs d'état-major des armées des Nations Unies à New York, le ministre de la Défense est sur place. Ahmed Bakayoko a animé un panel dans le cadre de la revue stratégique du maintien de la paix. Dans ce 20h, on parlera également de l'autonomisation de la femme. Le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, encourage les femmes au leadership. Des mots d'encouragement pour l'éclosion d'une nouvelle génération de femmes leaders. Et vous le verrez dans ce 20h. Enfin, tous les migrants détenus en Libye doivent être libérés. Ils sont au nombre de 5600 réfugiés et migrants retenus actuellement sur place. C'est l'appel lancé par le Haut Commissariat aux réfugiés et l'Organisation internationale des migrations. Bienvenue dans votre 20h qui commence par la cérémonie d'ouverture du sommet de l'UEMOA avec ces mots forts du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, félicite ses homologues de l'UEMOA pour les avancées notables dans la gestion politique, sécuritaire et économique dans cet espace, nous dit Viviane Aimé. Après le dernier sommet tenu en juillet 2018 à Lomé au Togo, les chefs d'État de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, se sont retrouvés ce 12 juillet 2019 pour faire l'état de la marche de l'Union au cours de l'année écoulée, sur le plan politique, économique, monétaire et au plan du processus d'intégration. Ce 21e sommet des chefs d'État qui a choisi de se tenir à Abidjan a enregistré la présence de tous les chefs d'État de l'UEMOA. Le Premier ministre bissau-guinéen Aristide Gomez représentait son pays. Entouré de ses pairs qui l'ont investi de leur confiance en le portant à la tête de la conférence des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine le 8 janvier 2016, avec pour mission d'engager des réformes nécessaires pour redynamiser l'Union, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, au terme de 3 ans de mandat, peut être fier des avancées réalisées. Le processus d'intégration régionale enregistre des avancées encourageantes dans notre espace communautaire. L'activité économique est restée dynamique au sein de l'Union au cours de l'année 2018. Pour la 7e année consécutive, le taux de croissance économique de l'Union s'est situé largement au-dessus de la barre de 6%, s'élevant à 6,6% pour 2018, même niveau enregistré en 2017. La BCEAO a, au cours de l'année, renforcer ses actions en faveur de la diversification des produits et des mécanismes de financement des économies de l'Union. La Banque centrale a également œuvré pour la consolidation de la stabilité financière dans l'Union. L'UEMOA enregistre aussi des avancées au plan de l'organisation d'élections démocratiques et transparentes, a salué le président en exercice, rassurant aussi ses pairs sur l'échéance électorale de 2020 en Côte d'Ivoire. Au plan politique, une élection présidentielle s'est tenue au Sénégal, ainsi que des législatives au Togo, en Guinée-Bissau et au Bénin. Je salue le bon déroulement de ce scrutin qui traduit une fois de plus la maturité des acteurs politiques et l'enracinement de la démocratie dans nos États. Je saisis cette occasion pour adresser au nom de tous les chefs d'État de notre Union nos vives félicitations au président Macky Sall pour sa brillante réélection à la tête du Sénégal. Bravo Macky. Je suis persuadé que les échéances électorales prévues en 2020 dans d'autres pays de notre espace communautaire se tiendront également dans un climat apaisé, propice à la préservation de la paix et de la cohésion sociale, facteur essentiel d'un développement inclusif et durable. L'UEMOA est désormais sur une bonne lancée, a affirmé le chef de l'État ivoirien. Reste cependant la question sécuritaire.
Je me félicite des bonnes performances enregistrées par l'UEMOA ces dernières années. Cette résilience résulte de la bonne qualité des politiques conduites par le gouvernement de nos États et par les organes et institutions communautaires. Pour les années à venir, les perspectives sont tout aussi favorables. S'agissant du processus d'intégration de l'Union, des avancées significatives sont enregistrées, notamment dans le domaine de la gestion macroéconomique, de la convergence économique, de l'approfondissement du marché commun, du renforcement des infrastructures et de la mise en œuvre des politiques sectorielles. La consolidation des importants progrès économiques et sociaux accomplis par l'UEMOA au cours de ces dernières années nécessite la préservation d'un climat social stable et apaisé, ainsi que l'amélioration de la situation sécuritaire. Les discours sur l'état de l'Union ont laissé place à une séance de travail à huis clos des chefs d'État. La question sécuritaire a occupé une fois de plus une place centrale dans leur concertation. Cérémonie d'ouverture et ensuite cérémonie de clôture du sommet de l'UEMOA. La 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA a notamment procédé ce vendredi à Abidjan à l'examen de plusieurs rapports, dont celui sur l'état de l'Union en 2018. Le communiqué final qui a sanctionné les travaux a mentionné plusieurs résolutions prises à l'occasion de cette session. L'accent a été mis sur la question sécuritaire qui gangrène les économies des différents pays. Écoutons le président de la commission de l'UEMOA. La conférence note que la crise sécuritaire affecte négativement les performances des États membres en matière de convergence macroéconomique. À cet égard, les chefs d'État et de gouvernement exhortent les États membres à prendre les mesures indispensables à l'atteinte des objectifs fixés par le pacte de convergence à l'horizon 2019. S'agissant de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires, la conférence se félicite des progrès réalisés par les États de l'Union avec un taux global de mise en œuvre des réformes de 69% en 2018 contre 62% en 2017. Elle encourage la Commission à poursuivre ses actions en vue de l'atteinte des objectifs assignés. La conférence se réjouit du lancement du dispositif de soutien au financement des PME-PMI de l'Union. La conférence prend acte de la création au sein de la Banque centrale d'un comité de politique macro-prudentielle chargé de la définition et de la mise en œuvre opérationnelle de cette politique à travers la détection, l'évaluation, la gestion et la maîtrise du risque systémique. C'est le communiqué qui a sanctionné ces assises de l'UEMOA. Et 25 ans que l'Union économique et monétaire ouest-africaine a été créée par les chefs d'État et de gouvernement de 8 pays. À l'ouverture de la session ce matin, des experts et représentants des instances de l'UEMOA se sont prononcés. Ils saluent entre autres les avancées enregistrées dans les domaines de la libre circulation des biens et des personnes. Leurs avis dans ce reportage de Francis Boifou. Sofitel, Hôtel Ivoire ce vendredi. La 21e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA est l'objet d'attention de toute la presse. On pourrait dire un balai médiatique. Importance de l'événement oblige la RTI, Radio-Diffusion-Télévision ivoirienne, à déployer des moyens pour la retransmission en direct de cette session. Un événement majeur pour les gouvernants puisqu'il s'agit de discuter des questions d'actualité 25 ans après la création de l'Union, avec pour symbole économique le franc CFA. 25 ans, c'est beaucoup de choses pour l'UEMOA. C'est d'abord un marché commun, c'est un cadre macro solide. Nous faisons des taux de croissance de plus de 6% depuis 2012. C'est aussi
des politiques sectorielles harmonisées. La bonne santé économique de l'Union, avec un taux de croissance de 6,6% en 2018, devra s'accompagner d'un dispositif sécuritaire qui rassure. Nous sommes en train de travailler maintenant à une implication plus forte des populations dans la prévention des crises et conflits, dans la consolidation de la paix, comme dans la promotion de la gouvernance politique et économique. Sur tous ces aspects, les directives claires sont données à partir desquelles nous travaillons pour que tout ceci soit de plus en plus effectif et concourt à préserver la sécurité des populations dans notre espace communautaire. Concernant la libre circulation des biens et des personnes, le représentant de la Côte d'Ivoire à l'UEMOA note des avancées. Aujourd'hui, on peut circuler dans la zone avec son titre d'identité sans recourir à des tracasseries. En termes de délai, nous avons observé des maximums de temps de passage aux frontières qui pouvaient mettre 2 heures de temps. Aujourd'hui, nous avons pratiquement moins d'1 heure de temps pour des camions qui sont chargés de marchandises pour lesquels il faut faire des contrôles. Des normes acquis, certes, mais des défis à relever avec la démographie galopante. Et le comité parlementaire de l'UEMOA compte jouer pleinement le rôle qui est le sien. Aujourd'hui, nous sommes un organe du CIP, c'est-à-dire le comité interparlementaire. Donc nous voulons arriver au Parlement, le siège à 85%, nous demandons vraiment clémence, nous demandons aux chefs d'État et tous ici présents d'accepter aujourd'hui pour que nous arrivions au Parlement. Pour pouvoir réfléchir, il faut que les renseignements, les informations viennent de la base. L'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, c'est un ensemble de 8 pays. Plus de 3 500 000 km² et 120,2 millions d'habitants. Et pour être complet sur cette actualité, il faut signaler que la 21e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union monétaire ouest-africaine a pris fin il y a quelques heures. Des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA qui ont pris part à cette rencontre de haut niveau ont quitté Abidjan pour leurs pays respectifs. C'est à 16h50 que le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, a quitté la Côte d'Ivoire. Il a été raccompagné par le ministre ivoirien du Transport, Amadou Koné, suivi du président sénégalais, Macky Sall, et du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, et des autres présidents qui ont pris part à cette 21e session. Autre actualité, ce soir, le sommet panafricain de haut niveau sur le financement du VIH et de la santé s'est ouvert à Brazzaville. Le président du Sénat ivoirien, Aoussou Jano, conduit la délégation ivoirienne à ce sommet. Notre reporter à Brazzaville est Eman Guivé. Quel rôle les parlementaires doivent-ils jouer pour l'augmentation des investissements nationaux en faveur de la santé et le financement de la lutte contre le VIH-Sida? Voici la question majeure de ce sommet, directement adressé à ceux qui sont au cœur du plaidoyer public et qui portent la confiance de leur population. Une question majeure qui réunit société civile, ministre de la Santé, parlementaires panafricains, congolais et ivoiriens à Kintélé, en présence de la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso. Pousser la réflexion plus loin sur le rôle du parlementaire dans la lutte contre le VIH-Sida, le président du Sénat ivoirien, Aoussou Jano, présent dans la capitale congolaise, prend part au sommet. Avec lui des sénateurs ivoiriens. Les quelques succès enregistrés dans la lutte contre le sida sont hélas menacés. Que peuvent donc faire les parlementaires dans le cadre de cette lutte? Nous, parlementaires, pouvons, lorsque nous votons le budget, peser sur l'allocation des fonds à la santé afin que le minimum de 15% du budget de l'État requis dans la déclaration d'Abuja soit respecté. Demander des analyses systématiques des coûts et des déficits futurs du traitement du VIH et la santé afin de préparer un argumentaire en faveur de l'investissement dans les programmes nationaux de lutte contre le VIH. Quelques bribes d'action évoquées en quelques minutes qui rendent compte de l'énormité de la tâche à accomplir pour vaincre le VIH-Sida. Les défis sont de taille. En acceptant la tenue de cette agora sur cette terre hospitalière de Kintélé, le Congo et son président soutiennent la démarche consistant à mettre fin à l'épidémie du sida en tant que menace de santé publique d'ici 2030. Pour le président du Parlement panafricain, trêve de discours, place aux actes. Madame la Première Dame, je voudrais vous prier qu'au terme de nos travaux, que vous soyez là pour vous approprier
de toutes les résolutions qui seront prises ici. Vous pourrez nous aider à mettre ces résolutions en commençant aux oreilles de votre illustre époux, en lui rappelant ses engagements, qu'il lui va les transmettre à ses pairs africains pour que l'appel de Brazzaville devienne une réalité. Fini les regroupements des longs discours, nous voulons passer des discours à l'action. Financer la lutte contre le VIH-Sida et améliorer les soins de santé, des questions qui demeurent au centre des priorités pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Nous sommes ici à Brazzaville avec des députés, des sénateurs, pour dire que le Parlement ivoirien est un dans son unité, dans sa cohésion, pour aborder ce problème qui préoccupe l'Afrique, mais préoccupe les Ivoiriens. Le VIH-Sida, nous savons tous les efforts qui sont faits par le gouvernement, par le président Alassane Ouattara, et la gratuité des soins, la CMU qui est mise en place. En Côte d'Ivoire, de plus en plus, le nombre des hôpitaux, le nombre des centres de santé s'est multiplié. On continue à en construire. C'est ainsi qu'on avance dans la construction d'un pays. Et nous avons bon espoir que les résolutions qui vont être adoptées à Brazzaville pourront être endossées par l'Assemblée nationale et le Sénat afin que le gouvernement ivoirien en fasse une décision. Panel, témoignages de personnes vivant avec le VIH, aperçu du financement de la santé en Afrique, meubleront ce sommet panafricain de haut niveau sur le financement du VIH et de la santé. L'actualité, c'est aussi la 3e conférence des chefs d'état-major des armées des Nations Unies à New York, aux États-Unis. Le ministre d'État, ministre de la Défense, est à ce rendez-vous initié dans le cadre de la revue stratégique du maintien de la paix lancée à l'occasion de la célébration des 70 ans des Nations Unies. On fait le point avec Abou Sanogo. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko à New York pour la 3e conférence des chefs d'état-major des armées des Nations Unies. Une conférence qui s'inscrit dans un processus plus large qui vise à améliorer la performance globale des missions de maintien de la paix. Les délégations issues des 145 pays membres ont porté la réflexion sur le renforcement des capacités des unités, le déploiement rapide des troupes francophones et l'augmentation des effectifs des casques bleus féminins dans les opérations de maintien de la paix. Ahmed Bakayoko animant un panel sur le thème « Générer des capacités pour répondre aux exigences de haute performance » a souligné l'importance des aspects politiques, stratégiques et opérationnels et d'appui des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, notamment la solidité des actions menées. Il est important de réfléchir sur les voies et moyens d'accélérer le déploiement des opérations de maintien de la paix. L'ONU devrait accompagner dans toutes les sous-régions, là où il y a des conflits ou potentiels, des forces en attente avec des pays membres qui soient capables, sous mandat de l'ONU, de se déployer très rapidement pour éviter, évidemment, l'enlisement des crises. Grâce à une opération de maintien de la paix, à la solidarité internationale, un pays comme la Côte d'Ivoire ait pu se redresser et aujourd'hui être capable à son tour de se projeter dans cette élan de solidarité pour apporter sa contribution à la paix dans notre pays qui bientôt sera le Mali. Durant ces assises, les chefs d'état-major des armées auront pour mission d'assister le Conseil de sécurité pour tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaire nécessaires au Conseil pour maintenir la paix et la sécurité internationale, l'emploi et le commandement des forces mises à leur disposition. Au sujet de la dépense publique, près de 6 milliards de francs CFA pour l'organisation des missions, séminaires et ateliers en Côte d'Ivoire. Ces chiffres ont été rendus publics ce vendredi au cours d'un atelier organisé par le secrétariat d'État en charge du budget et du portefeuille de l'État. Reportage Jean-Luc Bangbo. Chaque année, ce sont d'importantes ressources que consent le gouvernement pour la participation de fonctionnaires et agents de l'État aux réunions internationales et pour l'organisation des ateliers et séminaires en Côte d'Ivoire. Au total, 5,7 milliards de francs CFA de dépenses publiques pour ces deux types d'activités au cours de l'année 2019. Les dépenses liées à l'exécution des missions à l'étranger ont toujours été une préoccupation pour le gouvernement, à telle enseigne qu'il s'implique davantage dans la mise en œuvre effective de certaines réformes permettant d'atteindre une efficacité de ces dépenses. Cependant, des difficultés subsistent quant à l'exécution de ces budgets, dont les délais de transmission qui sont parfois jugés tardifs.
Tout en dressant le bilan à mi-parcours de l'exécution du calendrier 2019, cet atelier qui réunit l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation et la gestion des conférences-émissions a instruit ses participants sur la procédure de conception et de validation des calendriers de conférences-émissions. L'optimisation des dépenses destinées aux conférences-émissions exige de renforcer les capacités des acteurs impliqués dans l'organisation des déplacements à l'étranger en les familiarisant davantage avec l'application informatique y dédiée. Tout en demeurant dans cette logique, il serait opportun de faire des suggestions, bien sûr pertinentes, qui permettront d'améliorer la procédure d'exécution des conférences-émissions. Plusieurs propositions ont été faites par les participants en vue d'une meilleure gestion des calendriers de conférences-émissions. Une nouvelle approche a notamment été préconisée dans ce contexte de la dématérialisation des procédures d'exécution des missions à l'étranger. On en vient au troisième titre de ce 20h. Le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, a animé une conférence débat sur le leadership féminin. C'est une initiative de l'association CEFI, une organisation qui œuvre pour l'éclosion d'une nouvelle génération de femmes leaders, nous dit Astou Touré. Le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, face aux lauréates du concours African Women of the Future Fellowship. Autour du leadership féminin, il a animé une conférence débat sur 3 axes essentiels: honnêteté, travail et conviction. Il faut que les femmes soient décomplexées. C'est vrai que malheureusement, bien souvent, les femmes sont obligées de faire 2 fois plus que les hommes pour se faire remarquer. Mais je vous assure que les femmes sont beaucoup plus tenaces dans le travail que les hommes. Cette rencontre est une initiative de l'association CEFIS, une plateforme de mentorat et de leadership pour la jeune femme. On s'est vraiment félicité de voir que M. le ministre Marcel Amontano a à ses côtés des collaborateurs, femmes, ambassadeurs qui occupent de hautes fonctionnalités. Cela nous donne l'espoir que la participation de la femme dans le processus de développement et puis dans la croissance économique de notre pays est effective. Reconnu par l'Union africaine parmi les 50 meilleures initiatives en matière d'éducation en Afrique, à ce jour, le programme a permis de former plus de 7000 jeunes filles en Côte d'Ivoire à travers des conférences et ateliers de formation. Cette année, elle s'est ouverte à d'autres pays. J'ai été sélectionnée sur la base de mon projet qui porte sur la lutte contre les hépatites virales. Cette formation m'apporte beaucoup de choses parce que j'apprends énormément au quotidien. Donc, je serai plus enrichie et ça va m'aider à mettre en avant mon projet. Le leadership des femmes est très important parce qu'à travers ce programme, j'ai appris beaucoup de choses dont je n'avais pas idée du tout. Ça m'a beaucoup enrichi. J'espère pouvoir affronter ma vie future professionnelle et personnelle aussi à travers ce cours de leadership. Une caravane dénommée CEFIS Tour sillonne déjà quelques villes du pays afin de renforcer le leadership des femmes, qu'elles soient lettrées ou non. Femmes leaders, droits de la femme, on part à Genève. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant se trouve sur place. Elle représente la Côte d'Ivoire à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Éric Goré. La Côte d'Ivoire, toujours présente dans les hautes instances de décision internationale. La voici encore ici à cette tribune de l'ONU à Genève pour la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, CEDEF. Liramata Bakayoko, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, conduit la délégation ivoirienne. Elle a fait le point sur la mise en œuvre des recommandations contenues dans la CEDEF par la promotion du genre, la protection des droits de la femme et la scolarisation de la jeune fille. Ou la 2100. Oui, donc je voulais dire par rapport à la résolution 1325, je vous ai déjà dit que l'école militaire préparatoire technique et l'école de gendarmerie vraiment accueillent beaucoup plus de femmes actuellement. Également, depuis 2017, la Côte d'Ivoire a été le seul État retiré de la liste des pays dont les forces de défense et de sécurité sont accusées de s'être systématiquement livrées à des exploitations et autres violences sexuelles. La rencontre de Genève sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes se déroule pendant une dizaine de jours. Un mot d'électrification ici en Côte d'Ivoire avec le village de Djamalabo. C'est dans la sous-préfecture de Tchemelekro, dans la région du Moronou. Le village a été raccordé au réseau électrique national. On fait le point avec Godefroy Okambawa. Djamalabo, un village aux habitudes calmes à la tombée de la nuit, verra désormais sa quiétude troublée de la plus belle des manières.
Cette localité située dans la sous-préfecture de Tiémé-Lécro, région du Moronou, est restée longtemps dans l'obscurité. Aujourd'hui, c'est une nouvelle page qui s'écrit pour les populations. Claude Isaac Dey, ministre de l'économie numérique et de la Poste, vient de raccorder ce village au réseau électrique national. L'électricité aussi est au départ de tout développement. Et je suis convaincu qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus d'exode rural. Tous nos frères, tous nos enfants resteront au village. Depuis plus de 30 ans, nous attendions ce jour, cet événement heureux. Et aujourd'hui, c'est comme si la région, les villages renaissaient. Car avoir l'électricité en plein temps, ça participe au développement. Pour l'émissaire du gouvernement, l'ensemble des 3 départements de la région du Moronou, Ara, Bongouanou et Mbato seront électrifiés avant la fin de 2020. Des travaux d'électrification qui s'inscrivent dans le programme social du gouvernement. Dans le cadre du programme social du gouvernement, l'État a décidé pour 2019 et 2020 de prendre en charge 400 000 familles au niveau de l'abonnement, du premier abonnement. C'est 1 000 francs à payer dès le début. Ça marque aussi pour les populations quelque chose d'important. Ils pourront accéder, ça pourra changer la vie au niveau même de conditions d'alimentation pour les enfants aussi, au niveau de l'école. Ils pourront étudier le soir, ils pourront aussi mettre la télévision comme ils le font pour pouvoir voir d'autres choses. Donc aujourd'hui, nous mettons sous tension 3 villages. Mais en fait, c'est une série de villages qui seront pris en compte d'ici 2020. À ce jour, 89 localités sur les 114 que compte la région du Moronou sont électrifiées, soit un taux de couverture de plus de 78%. Grâce à l'électricité, les populations de Djamalabo pourront désormais exercer des activités génératrices de revenus. Un pas qui annonce sûrement un nouveau départ pour le développement de cette localité. Un mot de sport, sachez que l'équipe nationale de football va regagner Abidjan demain samedi 13 juillet à 18h45. Le ministre des Sports invite l'ensemble de la population à réserver un accueil chaleureux aux éléphants footballeurs afin de leur manifester les encouragements de la nation. L'accueil se fera à l'espace Djeddah et c'est à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué à 18h45. La page noire de cette édition revient sur le décès de l'ancien ministre de la Ville et de la Salubrité, ancien maire de Cocody, ancien président du parti politique UDC, Meleg Théodore. Il est décédé hier en Europe des suites d'une longue maladie. Il avait 67 ans. Éric Goué. L'Union démocratique citoyenne UDC en deuil. Anissé Nyonzi est le secrétaire général du parti. Il revient sur les circonstances du décès de Meleg Théodore. En 2017, mi-2017, le président Mel a été victime d'une attaque cardiaque et a été évacué d'urgence en France pour des soins plus appropriés. C'est dans cette attente que la nouvelle fatidique est tombée hier. Le décès du président de l'UDC n'a pas laissé indifférente la classe politique ivoirienne. Le décès de mon aîné Meleg Théodore, c'était pour moi à la fois un aîné et un ami. Il m'honorait de sa confiance et il fait partie de ceux qui au départ ont cru en nous sur le terrain difficile de la politique. Bien entendu, à un moment donné, nos chemins se sont séparés, mais nous avons gardé une certaine fraternité et je suis aujourd'hui peiné de constater qu'il n'est plus de ce monde. Je l'ai personnellement connu parce qu'il était pour moi un ami et un frère. Pour la nation ivoirienne, je dirais que c'est un gentleman que nous perdons et c'est un homme politique avisé que nous perdons. Meleg Théodore sera toujours quelqu'un de convivial dans l'approche qu'on a vis-à-vis de lui, mais quelqu'un aussi qui avait l'habitude d'utiliser les métaphores. C'est ce qui me reste. Donc cette capacité à transposer avec ces termes à lui la réalité dans des termes beaucoup plus triviaux à certains égards, mais qui avaient une portée réelle. Meleg Théodore est né le 10 juillet 1952. Ex-maire, ex-député, il a été ministre dans plusieurs gouvernements de la République de Côte d'Ivoire.
Et hors de nos frontières, une semaine après une frappe qui a touché un centre de migrants à Tripoli, faisant plus de 50 morts, les organisations internationales appellent à la libération de tous les migrants détenus en Libye. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés et l'Organisation internationale des migrations, environ 5600 réfugiés et migrants sont actuellement retenus sur place. Rappelons pour terminer que le sommet de l'UEMOA ouvert ce matin a pris fin ce soir. Cette 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union monétaire ouest-africaine a été présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. À ses côtés, ses pairs du Bénin, du Faso, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo qui ont regagné aussitôt leurs pays respectifs après cette 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Et voilà, c'est la fin de ce 20h. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous.